Très heureux de vous accueillir si nombreux ce soir autour de notre invité Michel Onfray. Je cède tout de suite la parole à notre président Albert Elharart. Oula, un des fondateurs de la communauté de Créteil. Je salue M. Maurice Attias et son épouse. Michel, c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir ce soir. On voit à travers les plateaux de télévision défendre parfois notre cause, nos idées, sur tous les plans. Je lisais sur un article cette semaine, qu'est-ce qu'on peut représenter la communauté juive de France? En nombre, très peu. Mais grâce à des amis comme vous, et qu'on reçoit depuis 3 semaines, je voudrais que toute la salle vous applaudisse très fort. Créteil, chers amis, je retrouve des visages qui avaient fréquenté ce lieu l'année dernière lors de la semaine judéo-marocaine qui a rassemblé combien de personnes. Et voilà, on nous disait que Créteil, c'est le centre culturel, mais pas seulement culturel. Il y a une force culturelle vive, et je salue Alexis Lacroix et Rafi Marciano qui ont élaboré tout ce programme. Alors, les semaines se suivent et se ressemblent, ça fait la 3e semaine, et cet espace culturel que nous avons lancé et universitaire confirme de semaine en semaine notre projet d'une triple pluralité. La pluralité des intervenants, choisis en vertu de leur seule compétence intellectuelle dans l'esprit d'ouverture. Une pluralité des contenus. Tous les contenus sont traités et trouvent leur place. Nous ne refusons aucune censure, mais attention aux extrêmes. Il y a un code qui est particulier pour pouvoir y accéder et traverser la porte. C'est notre seul rejet. Et la pluralité des publics, des participants venus de tous les horizons, pour partager à la libre circulation de la parole. Ce soir, Michel, en tant que libre penseur, philosophe et écrivain, illustre parfaitement, vous allez nous illustrer ces 3 pluralités. Je vous en remercie du fond du cœur et je connais votre appartenance religieuse. Je vais pas vous inviter à ce qu'on fasse une prière à la synagogue, mais je rappellerai quelqu'un comme vous. J'étais jeune étudiant, j'étais arrivé en France et j'avais participé à une soirée avec Bernard-Henri Lévy qui débattait avec un rabbin de l'époque, le grand Manitou. Et au cours du débat, il disait, écoutez, Bernard-Henri Lévy, la différence entre vous et moi, c'est pour moi, 2 égale 2, 2 plus 2 font grâce à Dieu 4, mais pour vous, 2 plus 2, c'est égal à 4. Merci beaucoup, cher Albert Elharart. Merci encore de ton accueil si chaleureux. Merci à tous d'être là si nombreux pour retrouver cet invité exceptionnel que nous avons l'honneur de recevoir ce soir. Alors c'est vrai, vous êtes exceptionnel parce que dans le monde d'aujourd'hui, Albert, tu viens de le rappeler, beaucoup de commentateurs, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de personnes qui se succèdent sur les plateaux de radio, de télévision, ne vont pas contre les évidences du politiquement correct, mais les renforcent. On peut dire que Michel Onfray, qu'une de vos singularités, outre ce travail philosophique que nous allons évidemment largement déployer et développer ce soir ensemble, c'est que vous n'allez jamais dans le sens du vent, vous n'allez jamais dans le sens de la marche, vous nagez à contre-courant au sens où l'entendait un philosophe que je crois que vous aimez beaucoup, qui était Walter Benjamin. Donc ça, c'est le premier point. Et puis,
Vous vous interrogez depuis quelques livres en particulier, qui vont être un petit peu le fil rouge de cette conversation, sur cette crise de la civilisation qui nous taraude. Pour vous, on va le détailler, elle a deux sens. Cette crise de la civilisation, c'est d'abord la confrontation de notre civilisation, la civilisation judéo-chrétienne, vous nous en direz un mot dans un instant, avec une altérité qui peut-être souhaite la détruire aujourd'hui, mais c'est aussi la confrontation de notre civilisation avec des vertiges nés en son sein. Et c'est notamment cette question que nous allons développer ensemble du transhumanisme, cette utopie, ou plutôt cette dystopie très dangereuse qui s'appelle le transhumanisme. Alors, on va fonder cette conversation sur plusieurs livres. Il y a le fétiche et la marchandise, mais il y a aussi votre tout dernier livre. Et oui, parce que Michel Onfray, Albert le rappelait, c'est un esprit paradoxal et très ouvert. Et figurez-vous que l'année dernière, je crois, il a fait une retraite de 3 jours dans un monastère de l'Aude, dans la ville de La Grasse, et ça a donné donc Patience dans les ruines. Alors commençons, si vous voulez, par Patience dans les ruines, puisque nous sommes au cœur du sujet. Michel Onfray, quelle est cette idée de l'homme qui risque de disparaître et que vous avez essayé de comprendre dans les murs de cette abbaye où vous êtes resté pendant 3 jours avec ses frères, avec lesquels vous avez noué d'ailleurs des relations amicales, dans le silence de la contemplation, monastique. D'abord, merci, cher Alexis, pour ton invitation. Merci à vous d'être là, si nombreux. Ça me touche d'être avec vous ce soir pour vous dire ma solidarité, ma proximité, ma compagnie, mon accompagnement. L'homme dont je parle et dont je pense qu'il est bientôt mort, c'est l'homme qui, un jour, s'est séparé d'un singe dont on a dit un jour qu'il s'agissait de l'homme. C'est-à-dire que je suis très darwinien. Je pense que les philosophes n'ont pas encore compris que c'était un livre majeur, Darwin, l'origine des espèces, 1859. Un autre livre plus important encore, La filiation de l'homme, 1871, dans lequel, pour le coup, Darwin parle de l'homme. Les gens qui parlent beaucoup de Darwin et qui n'ont pas lu l'origine des espèces ignorent qu'il n'est pas question de l'homme dans l'origine des espèces. C'est dans la filiation de l'homme qu'il est question de l'homme et de son évolution. Et une évolution qui a fait effectivement que, pour aller très loin, les histoires de l'ontogénèse qui récapitulent la phylogénèse, c'est-à-dire que l'ontogénèse c'est l'histoire d'un personnage, la phylogénèse c'est l'histoire de l'espèce, et quand un enfant est dans le ventre de sa mère, eh bien, il connaît une vie aquatique, et puis quand il naît, il est à 4 pattes, c'est un quadrupède, puis il va devenir bipède, et puis son cerveau va se développer, c'est-à-dire que chaque enfant résume l'évolution de l'humanité. Nous avons tous été un résumé de l'humanité, et je crois que cette humanité va s'arrêter. Parce que il y a effectivement un projet qu'on appelle transhumaniste, c'est-à-dire qu'il y a eu l'humanisme autour de cette idée, et les gens nous ont dit il faut qu'on aille au-delà de l'humain. C'est une idée assez récente et vieille en même temps, mais c'est une idée qu'on n'irait pas chercher là où on peut l'imaginer. Il faut aller la chercher chez les Jacobins de 1793. Et il y a chez un certain nombre de philosophes, on n'y songe pas non plus, par exemple Condorcet, par exemple Diderot, par exemple Maupertuis, qui sont des philosophes qui nous ont dit qu'il fallait aller au-delà de l'humain. Bien avant Nietzsche, évidemment, puisque nous sommes au siècle avant Nietzsche, siècle qui précède, et qui nous disent qu'il faut aller au-delà de l'homme, non pas de l'idée de l'homme, mais au-delà des capacités physiques de l'homme. On commence à découvrir des sauvages, qu'on appelle des sauvages, des hommes de la forêt, des hommes de la campagne, on commence à découvrir des animaux, le singe, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce qui distingue le singe du sauvage, du paysan, et de la marquise et du roi, etc. Est-ce qu'on hiérarchise tout ça? Et on commence à faire une hiérarchisation, c'est 1793, ce sont des philosophes, ce sont les Jacobins. On fait une hiérarchisation en nous disant que finalement l'homme pourrait aller au-delà de lui-même, et dans le dernier tableau de Condorcet, qui nous fait l'esquisse des progrès de l'esprit humain, il nous dit un jour, la mort ce sera fini, un jour l'homme sera capable de faire des choses fantastiques, un jour on pourra croiser les hommes et les animaux. Et on pourra croiser par exemple des humains avec des singes, ça nous donnera des domestiques assez faciles à guider, à piloter. Et on trouve ça sous la plume de gens qui se présentent comme des philosophes des Lumières. Il y a donc, au XVIIIe siècle, dans la pensée philosophique, le projet d'un homme nouveau. Il y a donc, pendant la Révolution française, donc en 1789, même 1793, un projet jacobin d'homme nouveau, un homme augmenté, des projets de art humain, de croisement entre les hommes et les animaux. Et ces idées-là, elles sont mises en place par la Révolution française dans son aspect le plus terrible, c'est-à-dire par la terreur, par la guillotine. Il s'agit de décapiter
tout ce qui donnerait tort à cette idéologie-là. L'homme ancien, c'est finalement l'aristocrate, c'est le bourgeois, c'est le prêtre, c'est la famille du prêtre, du bourgeois et de l'aristocrate. Puis avec la loi sur les suspects, c'est pas compliqué, si vous n'avez pas montré assez de zèle révolutionnaire, c'est vous qui êtes aussi à décapiter. On connaît la fin de la Révolution française, on connaît Thermidor, on connaît Napoléon, on connaît l'Empire pour régler le problème de la Révolution française, et cette idée continue. C'est-à-dire qu'elle continue avec Marx, qui, dans les manuscrits de 1844, nous dit qu'il faut un homme nouveau, un homme total. C'est-à-dire l'idée qu'il y aurait des hommes et des femmes, qu'il y aurait des intellectuels et des manuels, qu'il y aurait des architectes et puis des cuisiniers, qu'il y aurait des philosophes et puis qu'il y aurait des policiers, qu'il y aurait, etc., etc. Marx dit tout ça, ce sera fini un jour. On va réaliser un homme total par la révolution prolétarienne qui permettra à l'avant-garde éclairée du prolétariat de prendre la tête d'une révolution. Et pour le coup, quand on aura réalisé ça, on va fabriquer un homme total qui, le matin, va pouvoir jardiner, dans la journée, dessiner les plans de sa maison, le midi, écrire un poème, peut-être même avant faire sa cuisine, son déjeuner, puis l'après-midi, écrire un poème, puis l'après-midi, etc., résoudre une équation mathématique extrêmement compliquée. L'homme pourra tout faire. Il cessera d'être aliéné. Ça devient donc un projet marxiste, qui devient un projet bolchevique. C'est-à-dire qu'il y a l'expression « homme nouveau » se retrouve dans le bolchevisme, c'est aussi l'expression qu'on retrouve dans le fascisme. Les fascistes voulaient un homme nouveau, les bolcheviques voulaient un homme nouveau. Je rappelle juste que l'expression « homme nouveau » elle est chez Saint Paul. Et l'homme nouveau, c'est celui qui sort du paganisme et qui va entrer dans le christianisme. L'homme nouveau, c'est celui qui croit en Dieu et qui, croyant en Dieu, le Dieu du christianisme, sera sauvé. Ça, ce sera l'homme nouveau. Simplement, l'homme nouveau de Saint Paul est repris par les Jacobins et ils nous disent qu'on va fabriquer un homme différent. Corporellement, il va être différent. Et donc ce projet jacobin, on le trouve déjà chez Rousseau aussi, hein, ce projet jacobin, ce projet fasciste, ce projet bolchevique est aussi un projet nazi. Les nazis voulaient un homme nouveau. Et pour aller très vite, pour rentrer dans le détail à chaque fois, si vous voulez, on pourrait consacrer une conférence à chaque fois sur le nouveau des nazis, le nouveau des bolcheviques, le nouveau, etc. Il y a aujourd'hui un projet d'homme nouveau. Je vous rappelle que Sandrine Rousseau voudrait un homme déconstruit. Qu'est-ce que ça veut dire déconstruire l'homme? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-il construit l'homme qu'on veut déconstruire? Qu'est-ce qu'on veut déconstruire chez l'homme construit? Cette idée effectivement qu'il faudrait déconstruire l'homme pour avoir un homme déconstruit, c'est l'homme nouveau à nouveau. Ça recommence. Qui prend en charge ce projet-là? Des écologistes et des gens de gauche, beaucoup. Je ne sais pas si je vais vous l'apprendre, mais il y a 2 ou 3 ans, entre le 31 juillet et le 1er août, à l'Assemblée nationale, la totalité des députés de gauche, la France insoumise, les socialistes, les macroniens, les écologistes, ont voté un projet de loi qu'on appelle l'interruption médicale de grossesse. Non pas l'interruption volontaire de grossesse, l'interruption médicale de grossesse. IVG, IMG. Cette IMG autorise que la société peut, dans la logique de raisons psychosociales, psycho c'est Freud, social c'est Marx, pour des raisons psychosociales, une femme qui déciderait que cet enfant qu'elle porte n'est plus son projet pourrait avorter à l'âge de 9 mois, enfin quelques jours avant la naissance. Ce projet a été voté à l'Assemblée nationale par les députés dont je viens de vous parler. Vérifiez, parce que quand il m'arrive d'en parler, j'exagère un peu, on ferait quand même vérifier, vous verrez. Tous les gens dont je vous ai parlé tout à l'heure ont voté pour cette IMG. J'en ai parlé à un ami avec qui j'étais, on était en vacances, je lui parle de ça, et lui, il est chirurgien, et il s'est dit, bah, il n'a pas compris trop, quoi. Il m'a rien dit. On s'est retrouvé au petit déjeuner le lendemain matin, il dit, écoute, ça me turlupinait ce truc, j'en ai parlé à des amis, j'ai appelé un copain qui est gynécologue obstétricien, je lui ai posé la question, il m'a dit oui, c'est comme ça que effectivement ça se passe, l'interruption médicale de grossesse. On peut, pour des raisons de projet, cet enfant n'est plus mon projet, parce que vous avez un déménagement, parce que vous êtes mis au chômage, parce que vous découvrez que votre chéri n'est pas si chéri que ça, ou que votre compagnon vous trompe, ou que votre compagne vous trompe, ou je ne sais quoi. D'un seul coup, cet enfant n'est plus un projet. Si ça n'est plus un projet, ça n'est pas un enfant. Et on peut donc faire de la bouillie avec ça. Et il a posé la question à cet ami gynécologue obstétricien qui lui dit, bah, on fait une piqûre dans le cordon ombilical, on tue cet enfant, et on le déchiquette en aspirant vers un enfant. Voilà ce que l'Assemblée nationale a décidé. Dans sa sagesse,
le Sénat n'a pas accepté de valider ce projet, qui n'a donc pas eu lieu. Mais récemment, vous en avez entendu parler, l'inscription du droit d'avorter se trouve dans la Constitution. Pour quelle raison? Mais parce que finalement, ce qui a été refusé par la porte rentrera par la fenêtre quand on dira à un moment donné, maintenant l'IMG c'est constitutionnel. Ça veut dire effectivement qu'un enfant n'est pas porteur d'une âme, qui n'est pas porteur d'une identité, qui n'est pas une personne, qui n'est pas un être. Un enfant, c'est un projet. Ça rend possible aussi le projet de tous ces gens qui croient qu'on peut acheter des enfants, qu'on peut louer des utérus, qu'on peut aujourd'hui dire j'ai de l'argent, je suis homosexuel, je vais m'acheter un enfant sur un catalogue, et je vais, récemment il y avait un grand pays qui faisait ces choses-là, qui s'appelait l'Ukraine, pays en pointe, il y a quelques années, pour vendre des enfants sur catalogue. On vend des catalogues, on les choisit. Je veux un garçon, je veux une fille, je veux un blond, je veux un brun, je veux quelqu'un qui serait plutôt doué pour le sport, quelqu'un qui serait plutôt doué pour les mathématiques ou les échecs, etc. etc. Souvenez-vous, le sperme des prix Nobel, ce genre de sottise qui a été présenté à une époque, eh bien, ce projet-là, il existe partout sur la planète. Vous pouvez aujourd'hui acheter des enfants. Vous venez, vous rencontrez quelqu'un, vous signez un contrat. J'ai lu le contrat, et j'en parle dans le fétiche et la marchandise. C'est terrible ce qu'on demande aux femmes. C'est un contrat vétérinaire. C'est un contrat vétérinaire que signent les femmes et qui s'engagent à ne pas s'attacher à l'enfant. Qui s'engagent à ne pas manger ceci, à ne pas faire cela, à ne pas fumer, à ne pas boire, à faire du sport, ou à ne pas faire du sport, à faire tel type de sport, à se comporter de telle manière, à ne pas avoir de relation sexuelle avec un compagnon, etc., etc. Et à la fin, on vous dit, dès la naissance, vous vous engagez à ne pas vous attacher à cet enfant, vous le donnez immédiatement, vous ne le touchez pas, vous ne le regardez pas, vous n'avez aucun contact physique. Et on prévoit de payer tout ce qui pourrait être problématique. Vous avez porté un enfant, vous l'avez donné, ça a été vendu, vous avez reçu un chèque, psychologiquement ça vous ébranle un petit peu. Il y a un petit contrat qui est prévu pour que vous puissiez assister à quelques séances de psy. Juste pour vous aider, comme ça. C'est-à-dire que ces choses-là, aujourd'hui, sont présentées comme des choses progressistes. C'est progressiste aujourd'hui de louer des utérus féminins, de louer, j'ai pas obligé de dire utérus féminin maintenant, d'acheter des enfants et d'estimer qu'on doit pouvoir faire commerce de chair humaine. Alors Michel Onfray, à ce stade, vous décrivez un véritable vertige de civilisation, au fond. Hein. Ça serait une crise de civilisation qui serait en train de se suicider, si on vous entend bien. On va le détailler, bien sûr. Mais est-ce que judaïsme et christianisme, juifs et chrétiens, ont plus que jamais partie liée, sont plus que jamais solidaires pour résister, pour tenter de résister à ce processus dramatique que vous décrivez? Je pense que c'est plus facile dans la communauté juive que dans la communauté chrétienne ou catholique. Le pape n'est pas très énervé sur des sujets comme ça.